C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. La stratégie de Walt Disney. Ce podcast est le premier d'une série de 2 podcasts. Cette semaine, je voudrais introduire l'idée de la stratégie de Walt Disney et de la manière dont le créateur de Mickey l'appliquait. Et la semaine prochaine, nous irons plus dans le détail pratique de comment appliquer cette stratégie pour créer un texte. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand nous sommes face à un problème, à une difficulté, nous optons souvent pour la même solution sans forcément arriver à en chercher d'autres. Et parfois, cette solution que nous choisissons par défaut est une non-solution, c'est-à-dire un abandon, un recul devant le problème qui, par conséquent, n'est pas résolu, passé aux oubliettes. Et le problème en question peut être de nature très variée. C'est parfois une difficulté pour arranger les meubles de son salon ou pour décider de l'endroit où nous allons passer nos prochaines vacances. Et c'est parfois aussi pour nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens et les jeunes adultes qui continuent leurs études. C'est parfois pour eux un blocage pour créer un texte, une histoire, créer un devoir de français ou de philo, une rédaction. Bref, tout un univers de production écrite qui reste dans les brumes d'un possible lointain tandis que la feuille reste désespérément vierge de toute écriture. Le fameux syndrome de la page blanche. Alors, que vient faire Walt Disney dans cette histoire? En quoi peut-il nous aider à changer la disposition de notre salon ou à décider des prochaines vacances? Eh bien, tout simplement parce que cet homme est passé maître dans l'art d'utiliser ses capacités créatives et plus encore, d'entraîner ses équipes de scénaristes, de dessinateurs et d'autres personnels à libérer leur propre créativité. Cette manière de faire, cette manière d'être, cette manière de piloter les autres a été soigneusement analysée dans les années 80-90 par un chercheur, un maître praticien en PNL dénommé Robert Dilts. À partir des écrits et des témoignages des collaborateurs de Disney, Robert Dilts a réussi à décortiquer ce que faisait le génie créatif pour être autant productif. Cette technique, il l'a appelée la stratégie de Walt Disney. Walt Disney avait 3 personnalités très différentes, 3 états d'esprit à la fois opposés et complémentaires, qui lui ont permis d'être aussi créatif que nous pouvons le constater au regard de son œuvre. Première personnalité, le rêveur. La première facette de Disney est ce que Dilts a appelé le rêveur. Ce rêveur, il a le droit de tout imaginer. Il n'a pas de limite, pas de contrainte. Il peut imaginer la tasse de thé qui discute avec la cuillère. Tout comme le petit vaisseau de Luke Skywalker qui va attaquer la gigantesque étoile noire. Ou encore le Nautilus qui vadrouille autour du globe en se jouant des frégates anglaises. Bon, je sais, ces 2 derniers exemples ne sont pas de Disney. Pour ce rêveur, tout est possible. Et quand je vous dis que tout est possible, cela veut dire que la petite voix qui vient vous dire au creux de l'oreille « Mais non, c'est idiot ce que tu penses, une tasse de thé, ça ne parle pas !» Cette petite voix doit, au moins temporairement, s'écarter, se faire toute petite et disparaître au loin. Car cette petite voix-là, c'est la 3e personnalité, ce que Robert Dilts a appelé le critique. Et nous y reviendrons bientôt. En attendant, quand le rêveur est tout seul, il peut faire ce qu'il sait faire le mieux, créer, imaginer, sortir du cadre. Bref, préparer le travail pour la suite. Et le rêveur est au mieux de sa forme quand il est la seule personnalité en présence. Et encore mieux, quand d'autres personnes en présence jouent également de leur partie rêveur sans limite. C'est ce que l'on appelle le brainstorming. Deuxième personnalité, le réalisateur. Et nous savons tous que si le rêve reste le rêve, cela n'ira pas loin. Et notre page de dissertation de notre collégien, elle risque fort de rester très blanche. C'est ici que la 2e personnalité de Walt Disney intervient. Après le rêve, la réalisation du rêve. Ce personnage, Dilts l'a appelé le réalisateur, celui qui rend matériel le rêve. Le réalisateur a la charge de prendre les idées du rêveur et de concevoir un moyen pour faire exister ces idées dans le monde réel, de matérialiser les idées.
Parce que avoir des idées, c'est le point de départ, la vision de ce qui serait possible de réaliser. Mais parmi toutes ces idées, seules certaines sont réalisables et ont un intérêt pour notre but final. De nombreuses idées sont générées par le rêveur, mais ne sont pas forcément intéressantes à concrétiser. Il y a donc un premier tri à faire en fonction de l'objectif final que nous désirions atteindre. C'est également l'objectif du réalisateur que de réaliser. Ça a l'air d'être une lapalissade, mais le réalisateur a la tâche de concrétiser les idées du rêveur, en tout cas certaines de ces idées. Pour notre rédaction, ce sera d'écrire les phrases qui correspondent aux idées. Pour un dessin animé, ce sera de découper l'histoire en scènes, puis en images, et de dessiner ces images. Pour ces parcs, Disneyland, Disney World, la réalisation, c'était de dessiner les plans, de trouver les financements, d'embaucher des spécialistes, de monter les murs, etc., etc., etc. Troisième personnalité, le critique. Vous vous souvenez que nous avons laissé un personnage de côté. C'était la petite voix, celle qui dit « Bah, c'est idiot ce à quoi tu penses ». La voilà qui revient, cette troisième personnalité, mais uniquement pour ses compétences de critique positive. En effet, la troisième personnalité détectée chez Disney par Robert Dills est ce qu'il a appelé le critique. Vous savez que quand on se lance à corps perdu dans un projet, quel qu'il soit, il arrive, si on n'y prend pas garde, de faire bien des choses inutiles, trop coûteuses, inadaptées, et d'autres travers qu'il aurait franchement mieux valu éviter. C'est le rôle du critique. Le critique prend du recul sur le projet. Il se demande si telle ou telle partie a vraiment du sens dans le projet global. Est-ce que la scène entre la tasse de thé et la cuillère est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qu'elle apporte au récit? A-t-elle la bonne durée? Et si l'on enlève tel ou tel détail, la scène fonctionne-t-elle toujours aussi bien? Bref, le critique est là comme garde-fou pour que le projet reste intéressant, faisable, réaliste. Et que finalement il puisse aboutir. J'ai en tête comme exemple certains projets d'un grand nom de l'informatique qui, avec un rêveur extraordinaire à sa tête, ce projet a fini par capoter parce qu'aucun critique n'était là pour le remettre sur les rails du raisonnable. Le projet a coûté des centaines de millions de dollars sans aucun résultat. C'est vraiment dommage. Et notez bien aussi que le critique n'intervient jamais en même temps que le rêveur, parce que, effectivement, il faut être complètement fada pour faire parler une cuillère. Et si le critique est en présence du rêveur, dans ce cas, la créativité fuit à toutes jambes. Plus aucune idée, en tout cas pas d'idée vraiment novatrice. Et ainsi, Walt Disney pouvait jouer de ces différentes facettes de sa personnalité pour faire avancer et grandir ses projets. Et quand nous regardons son œuvre, que l'on apprécie ou pas, nous sommes bien forcés de reconnaître qu'il a su maîtriser au plus haut point son imagination et son processus créatif. La semaine prochaine, je vous parlerai plus dans le concret de la manière de mettre en œuvre cette stratégie de Walt Disney pour créer un texte, une dissertation et une histoire. Et en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.